Le fait qu'il est profondément viril, ouais. Ça, pour le coup, genre, j'ai aucun doute là-dessus. Je trouve ça juste ultra dangereux. Il me fait super peur. Il a retapé. Attends, il a Déglagué. Elle est sanctifiée ou pas ta bite? Que la mienne, ouais. Mais le trou du cul. Et en vrai, je crois qu'il est un peu autiste. Il vient de dire burqa égale chirurgie esthétique. Alors déjà, l'affiche, vraiment les gens. Ouais, en fait, Soral, il est sur YouTube. Il retourne. Notamment sur le Covid. C'est quoi l'histoire Poupetto? C'est quoi le bail Poupetto? Je pense qu'il va être temps de commencer le Wokedex, la team. Par contre, par qui est-ce qu'on commence? Par Soral. Ok. Je pense. On historiquement. On commence par le plus vieux de tous, je pense. Allez. Ah ouais, vous êtes bien d'accord. Alors du coup, j'ai préparé un nouveau design pour les cartes. Soral, on dirait pas un vrai nom. Eh bah ça tombe bien, c'est pas son vrai nom. Soral, autrement appelé Alain Bonnet, dit Alain Bonnet de Soral, voilà, évoluant dans les médias et le monde du spectacle jusqu'au début des années 2000, ce qui est bizarre hein, pour un mec qui déteste autant les homosexuels. Il se fait connaître avec la publication de plusieurs essais, il devient progressivement un idéologue d'extrême droite, oscillant entre un antisémitisme ancien et un nouvel antisémitisme en compagnie de Dieudonné. On va se mettre un petit best-of. Parce que moi, je les ai vus, les best-of, et je suis pas la seule à souffrir dans cette histoire, c'est hors de question. Donc alors, je vous préviens, alors, ce qu'il faut comprendre avec Soral, pour ceux qui connaissent pas trop le lore, du coup, calme-toi. Ce qu'il faut comprendre avec ce gars-là, c'est qu'il y a plein de gens qui ont été fascinés par Soral. J'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Je pense Il se fait appeler le maître du logos. Maître du logos. Ouais, c'est le verbe, quoi. Ouais. Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié Ouais. du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un Untermensch, un sous-homme. Voilà. Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei... Et en fait, je trouvais cet extrait intéressant parce que ça montre qu'en fait, ce que fait Soral en permanence, c'est de dire, il y a des sous-hommes, et moi je suis un vrai homme. Attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille... Et ça, c'est typique de Soral aussi. Genre vraiment un truc que j'ai observé dans tous ces putains d'extraits, c'est que le mec passe son temps à dire qu'il a frappé des gens ou qu'il a baisé leurs femmes, mais personne ne l'a jamais vu faire, tu vois. À une exception près, ça arrive. Je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité, c'est la sodomie. Hein, c'est quelque chose qui se passe. Voilà, le mec, il dit ce qui définit l'homosexualité, c'est la sodomie. Ça ne se résume vraiment qu'à ça. Donc j'imagine que ce qui résume l'hétérosexualité, c'est le bon gros vagin, la grosse beuteux dans le bon gros vagin, il y a que ça et rien d'autre. Autour du trou du cul. C'est pas de ma faute si des gens, au lieu de se définir face aux autres dans la société par leur profession, leur religion... Alors, tu vois que le trou du cul, vraiment, c'est une obsession. Leur origine de classe, c'est-à-dire plombier, bourgeois, catholique, se définissent par une pratique sexuelle qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l'anus. Il sait qu'il y a des plombiers bourgeois, chrétiens. Alors justement, en fait, lui, genre vraiment, c'est un gars, il a créé toute une espèce de discours dans lequel, en fait, ils ont ce truc de... Il voulait pas assumer d'être antisémite, mais en fait, il veut pas non plus vraiment assumer d'être homophobe. Donc en fait, ce qu'il va te dire, c'est que lui, il ne parle pas du juif du quotidien, il parle des élites juives. Et quand il parle des gays, lui, en fait, il fait la distinction gay-homosexuel. Pour lui, un homosexuel, c'est genre une personne qui se définit par son homosexualité, alors qu'un gay, ce serait genre les mecs du Marais. En fait, il fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'en fait, il passe son temps à juste détourner le discours pour utiliser la haine que les gens ont vis-à-vis des bourgeois pour dire, regardez, les homosexuels sont des bourgeois, les féministes sont des bourgeoises. Et en fait, il traite tout le monde de bourgeois. Et en fait, c'est ça qu'il a récupéré, je pense, de son passage au PCF. Parce que le mec, il a passé quelques temps au PCF avant de rejoindre le FN. Enfin, ça, on reviendra un peu après sur la timeline. Là, on finit quand même les extraits de cons. Ce n'est une fois de plus pas une diffamation, c'est un constat. Effectivement, tout ça tourne autour du trou du cul. Ce qui n'est pas un lieu qui, dans aucune civilisation, puisque c'est le lieu des fesses, de la défécation, qui n'est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable. Hein. Le regard peut être sanctifié, parce que c'est le miroir de l'âme. L'oreille, parce que c'est par là que rentre la musique. Et du coup, ta bite, elle est sanctifiée ou pas ta bite? Que la mienne, ouais. Mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas de l'échelle des valeurs, au bas de l'échelle corporale, parce que c'est par là que sort la merde. Voilà. Donc quand on se définit par le trou du cul, c'est un positionnement qui veut bien dire quelque chose sur le plan politique, symbolique. Et quand tu te définis par ta beuteux qui littéralement crache du pipi, on en est où en fait? Alors en fait, moi ce qui me fait rire, c'est que plein de gens sont en mode « Waouh, le mec avait une rhétorique incroyable, il savait trop bien, genre répondre aux gens, c'est vraiment le maître du logos. » Alors qu'en fait, il fait que être super homophobe. Oui. Genre vraiment, sa seule capacité spéciale, c'est d'être hyper sexiste et hyper homophobe en permanence et du coup de rabaisser tout le monde.
C'est vraiment, c'est l'unique chose qui fait que il y a plein d'adolescents de 15 ans un peu edgelord, et justement on va parler de 2 d'entre eux qui ont fini par devenir des masculinistes complètement dégénérés quoi. Alors ouais, attends, l'extrait d'après il est vraiment marrant. Genre un truc, bon je dis la tech déjà un peu maintenant, mais je trouve qu'il y a quand même une différence fondamentale entre le Raptor, Papacito et Soral. C'est que je trouve que le Raptor et Papacito c'est vraiment des mecs qui sont en RP homme, alors que pour le coup je pense que Soral c'est vraiment un mec hyper problématique. Je pense que c'est vraiment un mec, c'est vraiment un homme. Genre, pour le coup, lui, j'ai aucun doute sur le fait qu'il est profondément viril, ouais. Ça, pour le coup, genre, j'ai aucun doute là-dessus. Je trouve ça juste ultra dangereux, il me fait super peur, mais c'est ce qu'il cherche après. Hein. J'avoue que, lorsque je suis tombé sur cet extrait, j'étais en mode genre... Je comprends un peu la fascination des gens. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non, tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non. Voilà, donc genre le mec il a dit un truc qui lui plaisait pas. C'est le maître du logos qui du coup j'imagine serait capable d'écraser n'importe qui avec la seule puissance de sa rhétorique. J'imagine qu'il aura jamais besoin de violence physique du coup pour asseoir ses arguments. Non, jamais. À aucun moment. Mais alors attends, parce que genre pour le coup ça, genre ce que je l'ai vu j'étais un peu choqué. J'étais un peu en mode genre comme toi t'as réagi là tu vois. Et ensuite genre il y a eu cet extrait là qui est passé et là j'étais en mode genre vas-y c'est On relate que les gens n'ont plein de cul des Arabes. Bordel! Mais tu vas arrêter de faire Il a retapé. Attends, il a déglagué. Attends quoi? Genre, le mec, il est revenu sur le plateau avec lui, genre. Alors, oui, et il est revenu, et non seulement, genre, et encore, j'ai coupé un extrait parce qu'il y a un deuxième, en fait, il le fait 3 fois. Quoi? C'est une dinguerie qui soit pas déjà en prison, ouais, c'est un peu vrai. Il l'a payé, le gars, c'est pas possible, genre. Alors, aussi con que ça soit, genre, moi, lorsque je vois un mec qui dit, les gens en ont plein le cul des Arabes, et qu'il y a un gars qui débarque, qui le chope par le col et qui le démonte, je peux pas ne pas prendre un peu de plaisir. Je peux pas ne pas être un peu en mode genre, ah c'est marrant. L'antisémite qui se met à taper le raciste, j'étais en mode l'extrême droite in a nutshell. Il a pas été avec le dos de la cuillère, et pour le coup je pense que Soral c'est un mec qui se défend vraiment en bagarre aussi. Parce que le mec il traînait vraiment dans des trucs de boxe et tout. Je dirais même que ça se voit un peu dans... Attends, analyse nulle de... Analyse corporelle. Genre, regarde bien. En vrai, c'est parce que les gens n'ont plein de cul des Arabes. Bordel! Mais tu vas arrêter de faire Tiens, il lui a d'abord mis un coup de pied dans la bite pour niquer sa garde, vraiment, et après il lui a foutu un uppercut. Genre vraiment, il a été précis. Il a mis 2 d'un coup. C'est vraiment le seul moment où vous allez me voir apprécier Sora. Alors je vous préviens. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Vous voyez, il sait même pas. Il tient 2 heures en garde à vue avant de se mettre à chialer, appeler sa mère. Ok, j'avoue qu'il fait les pipes et le café, elle est marrante. D'accord, il a des vrais punchlines. Je crois que c'est qu'il a un vrai talent. Et avec tous les gens qu'on va voir ce soir, en fait, hein, c'est un truc, comment ils parlent et de leurs idées chocs qu'ils mettent en place, qui fait qu'en fait, t'as envie d'écouter ce qu'ils font. Parce que, genre, en mode genre, waouh, punchline. En tout cas, pour certains, c'est surtout vrai quand ils ont un montage. Voilà. de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province à taille constipation. On arrive au bout du à avoir ça comme premier des Français. Après lui il trouve De Gaulle stylé. Genre, non mais moi je trouve ça quand même ouf quoi. Le mec il prétend incarner la virilité et il est en mode oh non mais franchement qu'est-ce que c'est triste la France depuis que les mecs s'habillent plus en jupe et mettent des grosses perruques dégueulasses. Genre vraiment il est en mode ah là là la France était tellement plus stylée à cette époque là. Enfin je veux dire regardez-moi cet énorme mal alpha juste ici qui a vraiment besoin de mettre des grosses manches pour avoir de gros bras parce que sinon on voit qu'il est tout cuss. Genre vraiment, et le mec il est en train de bander sur ça. Et il compare ces espèces de vieux trucs à François Hollande qui lui-même est un vieux truc, tu vois. Mais pas si différent quoi. DSK, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'est pris les pieds dans sa bite. Moi je suis désolé, je peux pas ne pas être inspiré. Non mais c'est clair. Une fois c'est une espèce de demi-boudin, nul mélodiquement. Elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence ouais, je crois que j'ai jamais entendu ce mec dire du bien de quelqu'un ou de quelque chose. Ah ouais, mais c'est clair, c'est ce que j'allais dire. Genre en fait, il est incapable d'être positif en fait. Et en fait, moi c'est ça qui me fascine dans le côté genre maître du logos ou je sais pas quoi. Il n'est que pure destruction. Genre il ne sait rien faire d'autre. Du coup, on va revenir, si vous le voulez bien, à ses débuts. Ah. Ça vous va? On retourne aux origines d'Alain Soral. Véritable professionnel de la drague, son tableau de chasse est impressionnant. Environ 700 femmes en 6 ans, une tous les 3 jours en moyenne. Là, par exemple, on est sur le boulevard Saint-Michel, ce qui permet de s'échauffer en matant, par exemple, de l'étudiante et de la fille qui fait des commerces, tu vois. Ouais, putain, de s'échauffer en matant de l'étudiante, il vient de dire, d'accord? Commerce, et tu montes lentement vers la terre promise, qui est le jardin du Luxembourg, tu vois. Et à cette période, le Luxembourg,
c'est un endroit où beaucoup de jeunes filles lisent des livres dont elles n'ont pas grand-chose à foutre, seules sur des bancs, pour se faire bronzer, pour préparer les vacances, et comme c'est, si tu veux, la saison des amours, espérer la rencontre, tu vois, sans compter la touriste, l'étranger. Lui, il est en mode, les meufs vont dans des parcs pour qu'on les accoste, pour qu'on les faire semblant aborde. de lire, pour faire semblant de lire, Bah oui, pour parce qu'on que les accoste. mais une femme, bien sûr, jamais elle va s'intéresser à de la littérature. T'es fou, quoi. Jamais. C'est pas possible. Alors, tu marches sur le boulevard, tu mates un peu, tu te chauffes, tu peux même adresser la parole comme ça à 2-3 filles, mais sans Faites pas ça, je pense. Ouais, non, réellement avoir besoin de t'arrêter. Et quand tu arrives au Luxembourg, là tu es prêt, ton échauffement est fini. Et là il s'agit de mater, de repérer les filles qui livrent De mater et de repérer. Hein. Le tiers de prédateurs. Vraiment, il est vraiment en train de regarder des proies, quoi. Alors, il va vraiment sur son terrain de chasse au Luxembourg, il va regarder toutes les proies qui sont. Ah, c'est un chasseur, hein. Vraiment. celles qui ont l'air de se faire chier, celles qui réellement révisent des examens, etc. Et puis au bout d'un moment, tu peux avoir soit un livre toi-même ou pas de livre. C'est mieux d'avoir un bouquin pour faire semblant de lire aussi, pour jouer sur l'ironie de la relation livre contre livre. Tu t'assois. Ouais. Il est vraiment sur les étudiantes, d'accord ? Son objectif, c'est vraiment de se taper des étudiantes qui sont trop jeunes pour se rendre compte du danger que représente ce mec. Ce qu'il faut, c'est avoir l'air suffisamment à l'aise, décontracté, pour transmettre à la fille non pas une espèce de demande angoissée à la limite d'une démarche de psychotique, mais une espèce de Ah mais c'est vrai, quand tu vois un mec full confiance en lui arriver vers toi et commencer à t'aborder en parlant fort, c'est tellement mieux. C'est quand même marrant parce qu'il est en train de littéralement dire qu'il est en train de cacher tous ces trucs psychotiques. C'est vrai. En faisant des trucs, genre il est vraiment en train d'avouer. Il est quand même conscient que ce qu'il fait, c'est quand même assez bizarre. Hein, mais... c'est ça. Genre, rappelez-vous, vous devez cacher à quel point vous êtes un psychopathe. C'est important, d'accord ? Cachez-le le plus possible. Cachez le fait que vous voulez vraiment que la baiser. À 37 ans, Alain Soral ne pratique plus, trop vieux, dit-il. Préférant l'écriture au terrain, il est l'auteur d'une sociologie du dragueur. Or, le dragueur, c'est celui qui, par sa pratique, par son courage, par sa capacité à agir, peut transformer comme un des murs. Agresser des meufs. Le rêve en réalité, c'est-à-dire qu'il voit la fille passer, il imagine qu'il pourrait être dedans. Il a dit, il voit la fille passer, il pourrait imaginer être dedans. Son cerveau est connecté à sa bite. Directement, c'est une pipeline. Là où se tient la partie théorique du stage. Il fait des stages. Il organisait des stages de pick-up artiste, mon Dieu. Il était tellement en avance. Il y a quand même cette idée profonde chez l'homme, c'est que quelque part, vouloir baiser une femme qui vous plaît, quelque part, c'est une faute. Pourquoi ? Parce que la mère est sacrée. Hein, il y a cette idée-là. Et donc, Freud, mais franchement, genre vraiment, mais Freud nous a fait tellement de mal. J'en ai marre. Quand vous avez cette idée-là en vous. Après, c'est précis. Parce que vous voyez que la vision masculiniste des meufs, c'est que c'est quoi une meuf ? Ça sert soit à assouvir ton désir, soit à porter tes enfants. Vu qu'ils ont cette distinction hyper précise entre les deux, la meuf qui va porter tes enfants ne peut pas fantasmer sur elle. Oui. Parce qu'elle est sacrée. C'est vrai. Parce que c'est une mère. Alors que les autres meufs, tu peux les dégrader autant que tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, dans un cas, c'est un incubateur. Dans l'autre cas, c'est plus ou moins un punching ball. Slash juste un sextoy. Donc voilà, ça c'est Alain Soral. Au début, comment il s'est fait connaître. Du coup, il s'est vraiment fait connaître en tant que coach de séduction. Et en fait, à partir de là, quand même, le gars, il se fait repérer un peu à droite à gauche, en mode les gens comprennent que c'est un mascu. Il a vraiment un discours masculiniste. Et il y a plein de plateaux télé qui trouvent ça super kiffant. Ouais. Là où il s'est vraiment fait connaître, c'est quand même chez Ardisson. Alors... vous pensez que la féminisation coupe court à toute réflexion. Il est là pour un bouquin qui s'appelle Vers la féminisation. La femme n'est pas une catégorie sociale. Il y a pas comment dirais-je de connivence politique et d'intérêt commun entre une rentière, une ouvrière et une cadre du tertiaire, par exemple. Lui, il dit la condition féminine n'existe pas. Il n'existe que les rapports de classe. Donc en fait, comme une femme blanche bourgeoise domine un mec rebeu, le sexisme n'existe pas. C'est ça sa take. Mais Madame Bachelot est mieux payée que moi. Donc c'est aussi une question de position sociale, vous voyez. Non, ce qu'on peut dire en gros. En fait, le mec, genre vraiment, il passe son temps à comparer genre des blanches bourgeoises avec des mecs de quartier, tu vois. Et pourquoi est-ce que du coup, à aucun moment, il compare par exemple un homme bourgeois et une femme bourgeoise ? Ouais, c'est quand même bizarre, hein.
Pourquoi est-ce qu'il compare pas genre un mec prolo et sa femme prolo? J'ai regardé les chiffres, il n'y a que 14 députés qui sont originaires du monde ouvrier, et c'est sans doute pour ça que l'intérêt des pauvres est si mal défendu en France. Commençons par la parité riche-pauvre, ça sera la première affaire, alors que la parité homme-femme... C'est comme ça qu'il a récupéré les classes first. Bah bien sûr, et en fait, c'est pour ça que c'est cohérent qu'il ait commencé au Parti communiste. Parce qu'il a un lorsqu'il classe de fou, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, à la base, c'est un putain de classe first, c'est un rouge-brun. En fait, il va s'attaquer un peu au même truc que nous. Dans le sens où il va critiquer le féminisme libéral et les gays blancs bourgeois, en fait, qui sont les gens qui littéralement nous ont vraiment volé notre pride. Et en fait, il va dire, genre, les homosexuels c'était vachement mieux avant quand ils assumaient d'être des folles. Donc en fait, il va systématiquement avoir un discours réactionnaire. Alors je pense quand même que ce mec, aujourd'hui, si tu l'interroges sur le wokisme, il va pas te dire que c'est mieux. Alors que pourtant, c'est un retour justement aux folles, c'est un retour justement au côté cuir du mouvement et ce genre de choses, tu vois. Mais pourtant, je pense qu'il va quand même trouver un moyen d'avoir un discours réactionnaire sur ce sujet-là. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que les femmes ont toujours tendance à sexualiser, à psychologiser le politique, et c'est parce que les hommes au pouvoir sont... Alors que les hommes, jamais ils sexualisent, hein, c'est bien connu. Et les femmes sexualisent le politique. Argument. Oui. Pourquoi? Comment? Parce que c'est des femmes. Rendu compte qu'ils nous vendent de la féminité en permanence, parce que comme ça, ils font leurs affaires, tranquille. C'est un complot antidémocratique. C'est un leurre. Le mec est fou. C'est un complot antidémocratique. Le mec est fou. Wow. Mais surtout que genre le mec passe littéralement sa vie à dire qu'il a baisé la femme de ses adversaires. Et il dit les femmes sexualisent la politique. Il passe littéralement son temps à dire que tu te définis avant tout par ta bite. D'accord, que c'est ta verge qui fait vraiment de toi genre la personne politique que tu es, tu vois. Et il dit c'est les femmes qui sexualisent la politique. Il est fatigant. Non. Il en a pris plein la gueule. Et là je me dis... Parle moins vite parce que les gens pensent que leur poste est déréglé là. Bah, je parle... Non mais c'est... Et en vrai, je crois qu'il est un peu autiste. Moi je crois que Sora il est un peu autiste. Non, moi j'assume pas du tout. Mais genre, tu sais que justement, il a ce truc d'autiste qui du coup, genre, enfin, vu qu'il est en décalage, et ça se voit là qu'il est en décalage avec le reste du plateau, vu qu'il est en décalage, il comprend mieux les mécanismes. Et du coup, il sait s'en servir. Ouais, ok, d'accord. C'est pour ça, je pense qu'il est un peu autiste. Vrai truc d'aspi de devenir nazi en plus, non? Apparemment. On n'a pas de couleur politique. Bah oui, justement, faut être capable de reconnaître quand nos adversaires le sont aussi, quoi. Dire ces fausses féministes qui disent si vous critiquez une femme sur sa politique, on vous attaquera pour sexisme. Donc, bah il a un peu raison. D'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que moi je suis vachement critique de Sandrine Rousseau et de ce genre de personnalité politique. Hein. Encore une fois, élevé un PB. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit solide à gauche. Quand on a des failles, des mecs comme ça, ils sont capables de s'en servir. Il a très bien vu le paradoxe, il a très bien vu la contradiction, il a très bien vu le PB, tu vois, et il s'est engouffré dedans. On peut pas dire que Margaret Thatcher est une salope parce qu'elle a serré la main à Pinochet. C'est trop bien qu'il n'y a pas... Ah, on peut un peu dire ça. Moi j'aime beaucoup Louise Michel, j'aime beaucoup Rosa Luxembourg. Toi t'aimes bien Louise Michel, toi? T'aimes bien Louise Michel? Ah ouais? Ça m'étonnerait beaucoup. Ah ouais? Ça m'étonnerait mon ref. Je crois que tu la connais pas. Ah ouais, c'est clair. La reine Elisabeth n'aimait pas non plus. J'adore. Ah ouais, Stéphane Bern, attendez. Il faut savoir que la duchesse d'Uzès, qui est une petite fille rochechouart mortement, a financé Louise Michel. Ah bon? Quand même. De même que la reine Elisabeth a tout fait pour virer Margaret Thatcher parce qu'elle l'a trouvée arrogante et nulle. Ah ouais. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'après tout, la royauté, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Après tout, la reine Elisabeth a voulu virer Thatcher. C'est probablement par humanisme. Imagine, t'es Alain Soral. Tu viens du milieu de Alain Soral, tu finis sur un plateau télé avec Stéphane Bern. Évidemment, tu deviens homophobe. Mais moi aussi, je deviens homophobe, en fait, à côté de ce mec. Ah, mais Stéphane Bern, Pour moi, un macho, c'est quoi? C'est un homme qui respecte sa mère, qui protège sa femme et qui se sent responsable de ses enfants. Il y a beaucoup qui aime sa mère, qui respecte sa mère. Qui respecte sa mère, protège ses enfants. Protège sa femme. Non. Protège sa femme. Putain. On est des mauvais masculins. Qui respecte sa mère. Ouais. Qui protège sa femme et qui se sent responsable de ses enfants. Ah, sans responsable de ses enfants. D'accord. Donc j'imagine que c'est pas juste un mec qui veut baiser. Non, pas du tout. Ouais, c'est le bon père de famille, quoi. Le bon père de famille, il est macho, quoi. Et en même temps, tu vois, ça, c'est des moments où, en fait, je pense qu'il arrive à convaincre des gens. Bah oui, non mais de fou. Parce qu'en fait, dans tout son espèce de logoré insupportable, il cale ses trucs de facho, et ensuite il dit un truc qui fait que tout le monde peut se reconnaître là-dedans, tu vois. Et vu que le mec a l'air stylé, puisque le plateau, en fait, est fait pour que ce genre de personnalité puisse écraser les autres, ça fait que ça a fonctionné, quoi. Bah ouais, non mais bien sûr. Il a oublié de tromper sa femme. Oui, exactement. Responsable à la torgnole, mais oui, parce que c'est un mec qui préconise de frapper ses enfants, hein, bien sûr. Alors là, vous voyez tout doucement un truc aussi qui commence à arriver progressivement. Vous allez voir, c'est de pire en pire, de plateau en plateau, mais genre, vous voyez que là, son costume est déjà un peu trop grand. Je vous préviens,
Ça va pas leur s'arranger. On regarde la DA, les gens. On est intransigeant avec ouais. ce genre de choses. Et un mec comme lui, avec un ego aussi surdimensionné, peut-être fait un effort sur les costards que t'achètes. Je dis ça, je vous laisse découvrir. Un aussi grand tombeur. Non, c'est déjà sur la photo, vous voyez qu'il y a un problème, quoi. Regarde, vous commence son costume où il s'arrête. Oh, mais ses épaules, ça va pas du tout. Vous connaissez tout le monde? Les Non, épaules personne. qu'il a, les épaules de Giga-chan. C'est Big Man Blaster, les gars, genre. C'est dingue. Big man blasters, big man blasters, big Excusez-moi, j'arrête. Ça me faisait trop rire. Ce livre est un pamphlet Ça qui vieille dénonce cheveux. la Regarde quand il se bien-pensance met, d'une quand il façon s'acquitte, c'est générale. encore pire. Et ça, est-ce que c'est l'accueil qui a été réservé à votre film? Regarde autiste. Moi, genre vraiment désolé, mais la théorie est précise. Oui, du coup, son film a fait un méga flop et il a le seum. Mais je crois qu'apparemment son film il est vraiment gaze. Confession d'un dragueur, un extrait là. Ça c'est Paris, tu connais? Ouais, rive droite, rive gauche. Oublie ces conneries. Paris pour toi d'abord, ça doit être la conscience du nombre. 3 millions d'habitants, plus du double avec les visiteurs. Soit chaque jour dans la rue, 6 millions d'êtres humains. En comptant la moitié de femmes, en admettant qu'on n'est qu'une sur 10 métables. Mettons même une sur 20. Il t'en reste encore? Arrête de lire ce texte, c'est fatigant. En 150 000. Bien. 150 000 provinciales, boniches, touristes, parisiennes potentiellement tirables. Et pour ça, faut draguer. Oh, j'adore la Hollande, le pays des tulipes, du Gouda. Une autre fois peut-être. Putain, il avait l'air d'accord, qu'est-ce que tu lui as dit? T'étais Paul Glip, le mec hyper célèbre qui réalise toutes les vidéos de Yannick Noah. Tu crois qu'elle t'a cru? Ce qui compte, c'est qu'elle ait envie d'y croire. Rappelle-toi pour la prochaine fois. Ça a l'air tellement sauce. Tellement nul à chier. C'est une dinguerie. Mais mon âme a été absorbée. Ah ouais. Tu sais ce que disait Mao? Non. Mao Tse-tung, il disait si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un bol de riz. Mais si tu veux le nourrir toute sa vie, apprends-lui à le cultiver. Et alors? Et alors, cette meuf, elle était pas pour toi. C'est moi qui l'ai branchée, toi aussi tout seul, tu l'aurais merdé. Bon, on va arrêter là. Je crois que c'est premier degré, hein. C'est un film premier Je degré. crois que le film est totalement premier degré, hein. L'esthétique d'un film premier degré. Ça, moi les gens, et vraiment. je pense qu'on a dû, combien de fois on a maté The Room? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Je crois qu'on a dû regarder The Room 5 fois. 5 ou 6 fois. Cette espèce de moiteur un peu, tu sais, cette humidité précise qu'a The Room. Et peut-être. Il y a quelque chose. Big man blasters, big man blasters, big man blasters, big man. Soral dit sur l'Algérie, le seul espoir c'est qu'on y retourne. Moi, je suis communiste, hein, faut le savoir. Et juste après, il dit quoi? Je suis communiste. Donc je suis forcément pour la colonisation. Retourner en Algérie. Mais je dis plus je vois ce qui se passe, la corruption, les généraux, les matraquages de cabecérage, qui tient debout là-bas, c'est ce que l'universalisme républicain français leur a apporté, puisque le FLN s'est glissé dans la peau de Jean-Jacques Rousseau pour pouvoir revendiquer à la France le même statut qu'elle. Plus on voit ce qui s'est passé depuis la décolonisation, plus je me dis, parce que c'est ce que j'entends chez les Algériens souvent, c'est que malheureusement, tout ce qui tient debout là-bas, c'est un peu ce que la France y avait apporté. Et quand je dis la France, c'est-à-dire les hussards noirs de la République. Ça, c'est vraiment un discours d'extrême droite qui s'est répandu énormément et qu'on retrouve vraiment partout. Le fait que l'Algérie n'existait pas avant la France. C'est pas un vrai pays. Et que ça n'existait pas. Et en plus, c'est complètement faux. Mais évidemment que c'est faux. Genre, c'est juste que... Et c'est là que vous voyez que ce mec, il passe sa vie à essayer de draguer les Noirs et les Arabes, alors qu'il est méga raciste. C'est bien vu, ça pite faux. Ça me fera quand même toujours marrer de voir des gens dont l'identité politique est construite autour de l'obsession de la souveraineté et du nationalisme, critiquent la décolonisation et qui sont pour qu'on colonise. C'est quand même un peu rigolo. Mais en fait, dans leur vision raciste des choses, c'est normal. Oui, c'est ça. Parce que c'est les Blancs qui sont censés être souverains et qui, du coup, en fait, gouvernent les autres. Donc il y a vraiment une logique en fait quand même dans leur univers mental. Pour nous, c'est pas logique, mais pour eux, c'est tout à fait cohérent. Et ce qui est très étrange aujourd'hui, c'est qu'alors que la contraception est très en place, le chiffre des avortements n'a jamais baissé, il augmente encore, et on entend des filles dire j'ai avorté 3-4 fois parce que je voulais pas prendre la pilule parce que ça me fait grossir. Alors il y a plein de raisons de ne pas prendre la pilule. Vraiment, on a des dizaines. S'il a déjà vécu un avortement, le ref mais... Est-ce qu'il a déjà accompagné quelqu'un à un avortement? Pas un truc que tu fais pour le fun, hein. Pas genre, c'est pas chill du tout, hein. Prendre la pilule, c'est pas chill aussi. Prendre la pilule, c'est pas chill. C'est vraiment pas chill. Ça vous choque? Je crois pas que ça l'intéresse. Sûr. J'adore sa réponse. Je suis désolé, genre là, elle slay de baiser. Il y a une espèce de vieille tortue dégueulasse là. Parce qu'il a quand même mis une chemise. Attendez, quand même. Genre vraiment, moi, c'est genre vraiment. Ce mec vous a vraiment fasciné
alors qu'il est en train de mettre un costume en daim par-dessus une chemise en jean. Et genre ça vous a fasciné. Genre ça a été votre modèle de masculinité, quoi, pendant 15 ans. Genre vraiment, ce mec-là, genre cette espèce de grosse tortue. C'est vrai. C'est tellement nerveux que j'ai du mal à... Il y a beaucoup de gens nerveux en France. Oui, non, d'accord, mais c'est pas une raison. Je dois dire que personnellement... Quand vous marchez sur les... Mouvement de tête d'autiste. Oui, vous me laissez pas parler. Oui, ouais, bon, bah, c'est oral, hein, par contre. T'attends pas à ce qu'un jour une femme elle puisse lui adresser la parole, en fait. Mais si j'ai terminé, parce que je crois pas qu'on puisse lui parler, en tous les cas, pas moi, je crois. Elle est trop stylée. Ah ouais. Genre, elle représente vachement mieux une certaine idée que je me fais de la France. Oui. Tu vois, Oui, genre, moi je rêve d'avoir la classe un jour de parler comme ça. En tous les cas, pas moi, je crois. Pas moi, je crois. Enfin, en tout cas, pas moi. Alors que la France est le seul pays d'Europe qui n'a jamais été fasciste. Hein, il y a eu l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. La France, le seul pays d'Europe qui n'a pas été fasciste. Ah ouais, non. D'accord. C'est dinguerie ce qu'il raconte, quoi. Donc en fait, littéralement, le napoléonisme n'a jamais existé. Non, jamais. Jamais. Et j'imagine que Pétain, c'était la démocratie pure. Ah bah bien sûr. Il y a jamais eu aucun régime politique en France qui, genre, était littéralement fasciste, qui a littéralement déporté des minorités, tu vois. C'est jamais arrivé. Quand on pense à ce que le peuple de France a subi dans les banlieues depuis 20 ans, il faut vraiment qu'ils aient le cœur à gauche pour pas avoir voté plus massivement pour le Front National, malgré tout le travail fait par le mitterrandisme pour l'y pousser. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Le mec est complètement fou. Genre, dans sa tête, ça va pas du tout. Genre, c'est un chou-fleur, son cerveau, tu vois. Vous regrettez aussi les homos de l'après-guerre, vous regrettez Pasolini, vous regrettez Jean Genet, Fassbinder. Et maintenant que le mouvement cuir est de retour, bah, il va nous dire qu'on est des dégénérés. Genre, s'il voit ces images, et il y a de grandes chances qu'il les voient, parce que ce genre de mecs, ils ont un ego tellement énorme quand une vidéo sort sur leur gueule, ils vont forcément la regarder. Pasolini, t'es un pédophile au passage. Ah, mais de toute façon, le mec regrette des pédophiles. Évidemment, on vous rappelle qu'il drague des lycéennes. Non, mais oui, non, mais vraiment. Je vous rappelle que quand il avait encore 30 ans, son délire, c'était d'aller draguer des étudiantes. Évidemment qu'il va défendre Pasolini. Et donc, du coup, ce mec-là, aujourd'hui, genre, c'est sûr, quand il va nous mater, il va être en mode, c'est la dégénérescence la plus totale. Ouais, alors que nous, on se revendique beaucoup plus, justement, de la partie cuir et de la partie, genre, dégénérée, un peu folle. Mais alors maintenant, c'est qu'on est de retour. C'est marrant. Ils regrettent vachement moins. Oui, je dis cuir. Et je vous emmerde. Les gays sont les chouchous du pouvoir parce qu'ils ne font pas de politique, ce sont de bons consommateurs. Et moi, ce que je dis dans mon livre, parce que c'est un livre provocateur, je dis, c'est pas parce qu'il est réactionnaire de persécuter les homosexuels qu'il devient progressiste de se faire enculer. Oh, le mec, il fait des phrases symétriques. Et alors que, genre, ça va pas à l'équilibre du truc, tu vois. Genre, vraiment, il y a un problème. Moi, j'étais resté bloqué sur les gays ne font pas de politique. Genre, vraiment, comme si, en fait, genre, vraiment, être gay, c'était juste, tu devenais gay. Bah oui, en fait. Et en fait, après, tu n'existes plus que par ton homosexualité. C'est vraiment, ça prend possession de ton corps. Tu deviens un espèce de pantin homosexuel, comme ça. En quoi c'est politique? Je veux dire, il y avait, à cette époque-là, il y avait juste, genre, littéralement l'homosexualité où t'avais pas le droit de te marier. Bah ouais. Genre, en quoi c'est politique, par exemple, de faire changer les lois? Évidemment, être gay, c'est juste se faire enculer, apparemment. Bah ouais. On est une minorité opprimée puisqu'on a porté le triangle rose dans les camps. Bah oui. Oui. Et du coup, les nazions essaient de nous exterminer, en effet. Voilà, ça, ouais. Du coup, du coup, ça justifie qu'on n'est pas opprimé? Je comprends pas. Non, moi non plus, je suis perplexe. Hein. Alors qu'on compte les communautés, on dit il n'y a pas assez de. Mais on peut dire aussi après il y a trop de. Et donc en ayant dit il n'y a pas assez de gays, des petits malins derrière peuvent dire oui mais alors il y a trop de juifs. Vous voyez, et ce qui est très dangereux. Oui, genre toi. Genre littéralement toi, en fait. C'est toi qui passes ton temps à dire qu'il y a trop de juifs. Mon ref. Genre, ouais, on est sur du lourd. Genre là, on est dans la société et le désir. Alors déjà, sur ce plateau, qui est-ce qu'il y a, pour commencer, avec Soral? Ah, trigger warning, Jean-Marie Bigard. Attention. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on a réduit la liberté au désir et le désir à l'acte d'achat. C'est-à-dire que la mécanique globale aujourd'hui, on est dans l'idéologie du désir. Aujourd'hui, on laisse crever les Africains parce que c'est pas des bons consommateurs. En Afrique, on a besoin des matières premières, de pouvoir faire des safaris, mais les Africains, on s'en fout, nous, les bourgeois occidentaux capitalistes, parce qu'ils consomment mal. On peut les piller, mais on a espéré qu'ils se mettent à consommer, et comme ils consomment pas, on les laisse. Donc alors là, les gens, il est en train d'expliquer que la raison majeure pour laquelle, genre, il y a des problèmes en Afrique, c'est vraiment parce qu'ils consomment pas. Ils consomment pas bien. Ils savent pas bien consommer. C'est pour ça qu'on est allé en Afrique. C'est pour leur apprendre à consommer. Parce qu'ils savaient pas comment faire. On leur a dit, les refs, prenez votre voiture, allez genre à Aldi pour vous acheter vos surgelés. Ils ont fait un tuto ticket de caisse. C'est ce qui s'est passé, non? Consommer un maximum. C'est comme ça là, L'imaginaire de ce mec, c'est tordu. Je veux dire, à aucun moment, il y a eu la colonisation dans sa tête.
Ça n'a pas existé. Bah si, ils ont des supermarchés, genre ils ont... Oui, bien sûr. Bah, genre littéralement, c'est ça l'ironie du truc, quoi. C'est qu'en fait, bah, on a tellement colonisé ces pays-là qu'en fait, on a importé notre mode de consommation, notre mode de production capitaliste dans ces pays-là. Justement, on les a forcés littéralement à consommer comme nous et c'est ça qui est en train de les buter. Et on est en train de tuer le désir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société occidentale où il y a du cul partout. Donc voilà, le porno tue le désir. Et en fait, vu qu'on a créé genre une société du désir, c'est pour ça que les Africains sont pauvres. D'accord ? À cause du porno. Il y a des gonzesses à poil plein les photos, mais il n'y a jamais autant de solitude et de frustration dans la population réelle. Et ça, en fait, genre, sachant que ce mec, à ce moment-là, tu vois, il est déjà dans la popularité, il y a plein de mecs qui sont convaincus par ses discours. Là, il est vraiment en train d'asseoir un truc en mode, genre, si les incels, vous n'arrivez pas à pécho, parce que vous êtes devenus insécures, c'est à cause de quoi ? Féminisme. Ah oui, pardon, mon cerveau est en train de fondre. Ouais, et en fait, vraiment, vous voyez que c'est une pipeline d'incels. Genre, depuis tout à l'heure, c'est en sous-texte, mais là, c'est vraiment évident que c'est un gars qui parle à des incels. Parce qu'il est vraiment en train de construire le fait que si les mecs aujourd'hui sont des petites merdes insécures, c'est principalement à cause du féminisme. Parce qu'aujourd'hui, les meufs, elles se laissent plus violer. C'est vraiment ce qu'il est en train de dire. Maintenant, les meufs, elles demandent à vraiment être consentantes. Bah voilà, c'est ça. C'est ça ton problème. On peut plus leur mettre une petite main au cul. C'est insupportable. Enfin, pour les gens qui liront le livre et comprendront de qui je parle, je dis à un moment, il faut être soit très malhonnête, soit très con pour penser qu'il est subversif d'écrire un livre avec un titre où il y a marqué « baise-moi ». Genre le mec, il est en mode « Dépente, elle est pas subversive ». Le mec, il est vraiment en mode Virginie Despentes, elle est pas subversive. Enfin, parce que lui, il est dissident. Mais c'est clair. Tu sais, genre, la meuf, elle était genre à moitié punk. Genre, elle a fait des essais littéralement où elle insulte les grands morts de tout le monde. Mais non, par contre, genre, pas du tout subversive, la meuf. C'est tellement pas subversif que ça a systématiquement été bien reçu par la doxa. Ça a systématiquement été parfaitement compris. Et genre, il n'y a jamais eu genre aucune vague réactionnaire sur cette meuf. Parce que quand on retire l'amour de la relation du sexe, on arrive dans le sexe comme performance. Alors que ce mec, je pense qu'il y connaît quelque chose en amour. Ah ouais. Ça c'est un grand romantique. Hein. Lui, ouais. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment fleur bleue. Hein. Il est vraiment fleur bleue. Hein. Bien sûr. Tout à fait. Elle est bien cette image. C'est pas un hasard, c'est dans les sociétés, on va dire, post-industrielles, occidentales, où la femme, à l'image de l'executive woman à l'américaine, hein, de ce qu'on appelle la femme tueuse, la femme légale de l'homme, etc., qu'on a le plus de population gay. Il y a quand même un lien sociologique. C'est-à-dire le mec, il est en train de dire, c'est à cause des girl boss, s'il y a autant de pédophiles. Mais en fait, si, attendez, c'est logique. Parce que maintenant, du coup, il y a des girl boss. Donc en fait, il y a des hommes qui sont dominés, donc ils deviennent des femmes. C'est ça. Donc ils deviennent gays. C'est logique. D'ailleurs, il n'y a pas non plus d'homosexuels en Afrique. Non. Parce qu'ils n'ont pas de girl boss. Il faut vraiment se mettre dans sa vision rétrograde. Ouais. Parce que du coup, le mec pense que, du coup, en Afrique, les femmes n'ont aucun pouvoir. Oui. Forcément. Il y a aucune, dans la tête de ce mec, il n'y a aucune société africaine, du coup, dans laquelle une femme aurait du pouvoir. Et donc, du coup, il n'y a pas d'homosexuels. Non, parce que tous les hommes ont leur place dans la société. En gros, c'est parce qu'en fait, ça, quoi. Fondamentalement, genre, le problème de ce mec, c'est que les Noirs et les Arabes sont plus masculins que lui. Oui. Et du coup, il fétichise énormément les Noirs et les Arabes parce que pour lui, c'est des vrais hommes. Ouais. Et c'est pour ça que Égalité et Réconciliation, derrière, il a essayé de les draguer. C'est logique, en fait. C'est parce qu'il fétichise la masculinité non blanche. C'est pour ça que c'est autant un prouveur qui passe son temps à dire à quel point c'est lui le plus fort et tout, tu vois. C'est parce que il a ce truc de... il se sent fragilisé dans sa masculinité par les Noirs et les Arabes. Si tu parles autant de ta masculinité, c'est que t'as un problème avec. C'est sûr et certain. Et aujourd'hui, il y a une terreur des femmes chez les jeunes mecs qui finalement préfèrent s'arranger entre eux. Oui, et on a un type d'homosexualité occidentale qui ressemble à l'homosexualité du Maghreb. C'est bon pour vous, là? Ah, il est bien, cet extrait. Là, il y a quand même, genre, il est vraiment en train de nous expliquer qu'on est en train de devenir gay, mais comme les Maghrébins, qui du coup, en fait, eux, je crois que, genre, s'enculent parce que ils aiment pas les femmes. C'est pour ça qu'ils les... Ils s'arrangent entre eux, du coup. Non, attends, j'essaie de comprendre la logique. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire par homosexualité du Maghreb? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'arrange car c'est trop compliqué d'avoir des femmes? Quoi? En mode, les Maghrébins, ils arrivent pas à pécho, du coup, ils kennent entre eux, et nous, on est en train de faire pareil? Mais pourquoi? Je comprends pas. Je crois que c'est à cause des girl boss qu'on était homosexuels. Que les femmes sont interdites. Alors là-bas, elles sont interdites par la religion, et ici, elles sont interdites par la violence du féminisme protestant américain. Okay. Mais donc les femmes sont interdites par la religion au Maghreb? En France, les femmes sont interdites à cause des girl boss. Attends, mais ils croient que quand t'es musulman, t'as pas le droit d'avoir une femme? Ouais, je crois que c'est ça.
Enfin, ça, premier degré. Finalement, contrairement à l'idée reçue, en banlieue, c'est beaucoup plus difficile d'être un garçon que d'être une fille. Je dis plusieurs choses. Je dis que contrairement à la propagande énorme qu'on fait en ce moment pour pousser les Français à la ratonnade et qui m'inquiète terriblement, on nous parle plus que de cave à tournante et de, comme s'il y avait la cave à tournante et la mosquée côte à côte et qu'on passait du viol à la prière, du viol à la prière. Je fais déjà remarquer que un Al-Qaïda violeur, ça existe pas. Et puis un musulman violeur, ça existe pas. Soit on est violeur et Ça, c'est vraiment une phrase de con, hein. Ça, par contre, je suis désolé, vraiment, genre, le mec, il croit vraiment. Tu sais, c'est comme de dire, il n'y a pas de chrétien violeur. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de scandale de pédophilie, tu vois, dans l'église catholique non plus. Parce qu'en fait, comme il y a les valeurs chrétiennes. C'est dégâts sur dégâts, quand même, là. Ah, oui, non, oui. Quand on est un sous-prolétaire américain d'imitation, hein, c'est-à-dire un rappeur, je sais pas, un truc, Sylvie Vartan du rap, parce que c'est un peu les yéyés du rap américain, vous voyez. Mais on s'arrête même pas là-dessus. Soit on est un mec qui est dans la religion et on ne viole pas. Alors on nous dit aujourd'hui. C'est bien connu que tous les mecs dans la religion ne violent pas. Personne. Aucun personne. C'est jamais arrivé avant. No, never. Jamais, never. Jamais. L'abbé Pierre, par exemple. Ouais, L'abbé Pierre, il est mort vierge. C'est bien connu. Ouais. Et pareil, les membres d'Al-Qaïda n'ont jamais violé personne. Non. Genre, ils ont jamais violé leurs prisonniers politiques. Ils ont jamais fait des raids sur des villages. Non, jamais, d'accord. Le réel. En banlieue, c'est là où les garçons, c'est là où on baise le moins, parce que c'est très dur de trouver une fille quand on est pauvre, issu du Maghreb et qu'on vit en bas des tours, où il n'y a pas de restaurant, où on peut pas amener les filles pour baiser parce qu'il faut un plumard pour baiser. Mais comment on fait s'il n'y a pas de restaurant? Comment ça marche? Comment on baise? Du coup, j'imagine que personne ne baise en banlieue. Non, ça n'arrive jamais. Ouais. Il faut des lieux. Ils fument des pètes parce que ça correspond au bromure en prison, c'est la fiole. Ouais. Et puis ils se... Et chaque phrase est impressionnante. Elle est fascinante. On branle un peu sur des films porno qui leur donnent pas une image très respectable de la femme occidentale. Ça, c'est vraiment la meilleure. Le mec, il est en mode... Le porno ne donne pas une bonne image de la femme occidentale aux Noirs et aux Arabes. Alors que j'imagine que les hommes blancs, eux, quand ils voient du porno, ils ont une image respectueuse de la meuf, du coup. Parce que le problème, c'est que... Non. Il y a que des blanches dans le porno, c'est ça? Il y a que des blanches aussi. C'est ça, il y a que des blanches dans le porno. D'accord. Ok. Donc il y a un vrai drame qu'on nous cache, qui est qu'en fait c'est très très dur. La misère sexuelle en fait elle est pour les garçons de banlieue. Et le deuxième truc qu'on ne dit pas, c'est que il y a toujours la possibilité pour la jolie beurette, ce qu'on appelait l'Aziza, de se sortir de la banlieue en allant proposer ses fesses dans les boîtes de nuit, et on sait lesquelles, alors que le mec lui ne rentre pas. Donc j'imagine que toutes les meufs rebeux sont méga belles. Ouais, elles sortent toutes en boîte. Elles vont toutes en boîte et elles ont toutes un beauty privilège naturel. Qui fait qu'en fait, elle rentre en boîte facilement, etc. Et que la vie est trop facile, je veux dire, au bout d'un moment. Il est vraiment dans la réalité. Maros. Ah ouais, cache comme ça. Non. Qu'on est métissé ou rebeu, quoi que ce soit, qu'on vient de banlieue, on est toujours invité à dîner, on est toujours invité aux premières ou aux soirées. Et les mecs, ils sont... Genre, en fait, elle a cru sa vie. C'est la vie d'une meuf de banlieue. C'est toutes les meufs de banlieue. La nana, elle est sur le plateau de Thierry Ardisson. C'est bien connu que la vie d'une meuf de banlieue, c'est tellement facile qu'il y en a genre aucune qui finissent à 50 ans, toujours femme de ménage, à se détruire le dos, tu vois, genre, ou à faire le ménage chez des riches. Ça n'arrive jamais tellement la vie est facile, parce qu'elles peuvent rentrer en boîte, en fait. Aucune, hein, vraiment, c'est jamais arrivé. Syndrome du survivant. Ah ouais, gros syndrome du survivant. Et en fait, je me mets aussi un peu à sa place. La nana, elle est en mode, c'est peut-être la première fois que j'entends un mec essayer de se mettre à la place des mecs de banlieue à la télé. Exactement. Et en fait, si tu te recadres dans l'ambiance générale de l'époque, tu peux presque la comprendre. Ouais. Pour une fois, elle entend un truc qui est pas de la pure haine. Du coup, forcément, elle écoute et elle a l'impression que c'est cool. Non, mais il a la même chemise de cuck, là, non? Je crois qu'en fait, c'est parce que ça lui donne un côté ouvrier d'avoir une chemise en jean. Ah, oui. Si je fais une analyse un peu vestimentaire, si tu regardes les vêtements qu'il avait à la base au début, tu vois, il avait son truc en daim par-dessus son truc en jean. Le truc en jean, c'est pour faire prolétaire, le truc en daim, c'est pour faire prof de sociaux. Maintenant, il est sorti de son truc sociaux. Oui. Donc, il est plus dans un espèce de côté genre écrivain. Là, il veut se faire passer pour un écrivain sérieux. Donc, du coup, tu dégages le marron et tu mets du noir. Mais il continue à mettre du noir par-dessus son bleu de travail, concrètement, parce qu'il veut vraiment se faire passer pour un prolo. Et les mecs... Alors que c'est un petit boutiquier, c'est un petit bourgeois qui vend des bouquins, quoi. Les mecs qui gagnent plutôt 2 fois moins. Donc résultat des courses, ils fument des pétards et ils se tirent sur le haricot en regardant des films porno. Et ben c'est pas bon pour leur éveil spirituel, c'est pas bon pour se sentir à l'aise en France, c'est sûr. Voilà. Alors regardez le public.
Ils sont à fond. Il les a convaincus. Oh là 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 là. Là, ce soir, ils vont aller regarder tous ces passages télé. Ils vont devenir fans. Soral, bonsoir. Vous êtes co-auteur des mouvements de mode expliqués aux parents avec Hector Obal. Il est en mode des mouvements de mode à expliquer aux parents. Regardez comment il est habillé. Alors, pendant que Lou est en train de se lébran, on peut regarder quand même des extraits. Bon, pareil, accrochez-vous bien. Et moi, j'avais établi un parallèle toujours provocateur entre la burqa et la femme refaite. Je trouve que c'est absolument symétrique. Il vient de dire burqa égale chirurgie esthétique. Ça va? C'est bon pour vous, là? Le mec est au pif. Genre vraiment, il est au hasard. Je fais pas d'analyse, on s'en branle, Lou est pas là. Le féminisme, c'est un mépris des femmes. C'est-à-dire que les féministes sont souvent des femmes qui ne supportent pas que la nature leur ait donné le rôle de pondeuse. Et elles pensent que c'est une insulte et que elles ont un dégoût. Il a un peu compris le féminisme, effectivement. Il a dit, effectivement, les femmes refusent de n'être considérées que comme des pondeuses. En effet, oui, Soral. Et du coup, toi, tu trouves ça pas bien? D'ailleurs, les féministes n'ont pas d'enfants, les vrais durs, là, les Alonso. Ouais. Les féministes n'ont pas d'enfants? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est-à-dire que ne pas comprendre que le pape ne peut pas faire de la pub pour la capote parce qu'il a voué sa vie au Christ et qu'il incarne des valeurs qu'on peut contester, on voit pas pourquoi d'un seul coup ça deviendrait un apologète du Sefer Sext stakhanoviste gay. C'est-à-dire que il est complètement fou. Je suis désolé, c'est grave d'avoir le cerveau rongé à ce point, quand même. Très mal à l'aise. Alors là, les Américains, avec vous, ils ont aucune chance. Hein. Vous les rendez responsables, et encore la liste n'est pas exhaustive, de l'extermination. Je m'en fous, la théorie tient. Il est vraiment autiste, merci. Vous dites qu'ils ont empalmé les Vietnamiens, ça on s'en souvient. 2 bombes atomiques sur les populations civiles sans prévenir pour une guerre qui était déjà gagnée, juste pour impressionner les Russes. Qu'ils ont financé les islamistes contre les Russes, qui réintroduisent la peine de mort de plus en plus. Tous les rouges bruns. Là, il est en train de récupérer tous les rouges bruns. Si les Russes, si les Russes avaient eu Hollywood pour nous coller dès la petite enfance les films de cow-boys avec les gentils cow-boys et les méchants indiens qui sont les Palestiniens d'aujourd'hui, hein, les Indiens Il récupère le discours palestinien. Pour les Américains, les Palestiniens c'est les Indiens. Hein. C'est pour ça qu'on peut leur botter le cul tant qu'on veut. Hein. Et à cette époque-là, la gauche institutionnelle, elle était hyper mal à l'aise sur la question palestinienne. Donc en fait, il est en train de tenter de récupérer ce combat-là. En fait, ce qui est hyper précis, je trouve, dans cette situation, c'est que du coup, la gauche institutionnelle de cette époque-là refuse de se positionner sur la Palestine par antisémitisme, parce qu'ils refusent de considérer que les Juifs d'Israël seraient un peuple comme les autres, et Soral récupère les propales par antisémitisme, parce que précisément, c'est un État juif. Donc en fait, d'un côté, t'as une situation qui est ignorée par antisémitisme, de l'autre côté, une situation qui est récupérée par antisémitisme, et la gauche qui n'arrive pas à se positionner sur ce truc-là, tu vois. Et ça leur laisse la place, en fait, à ces mecs-là. Voilà, une des raisons pour lesquelles on atomise la France insoumise autant avec le truc anti-sioniste, c'est parce qu'il y a des gens qui sont aussi un peu traumas de cette époque, dans laquelle t'avais Alain Soral, qui est parti avec Dieudonné, faire une liste anti-sioniste, qui était littéralement antisémite. Donc en fait, il y a des gens qui ont commencé du côté du coup des puissants à quand même faire une espèce de pont débile entre antisionisme et antisémitisme, et du coup on n'a pas pu se prétendre antisioniste parce qu'ils s'étaient déjà positionnés là-dessus en fait. Et ensuite, quand on est revenu sur cette question-là, du coup on se fait traiter d'antisémite aussi à cause de ces mecs-là. Je me dis, même moi qui adore l'Amérique, je me dis quand même, on pensera toujours malgré tout qu'il faisait froid en Sibérie et chaud en Floride à cause du régime communiste, parce que les Russes n'avaient pas Hollywood. C'est complètement faux. Il y a un cinéma russe, genre vraiment le mec n'a juste aucune culture. Bon bref, ça du coup c'était... Ouais, désolé, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Tout doucement, du coup ce mec... Genre attendez, si je regarde un petit peu la timeline, en 2007 avec des anciens membres du GUD, donc c'est le groupe d'Union Défense, c'est des royalistes, si je dis pas de bêtises. Là, ils fondent l'association Égalité et Réconciliation. Donc là en fait, les extraits que vous venez de voir concrètement... Ils sont en... Là, on est en 2005. Donc 2 ans après ces extraits-là, le mec, il s'est rapproché du FN. Et en fait, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'en fait, en 2007, il est rentré au FN. Il est même rentré dans le cercle proche de Jean-Marie Le Pen, parmi ses conseillers. Et il a fini par avoir des désaccords, justement, sur la question de la transformation du RN, parti antisémite, en parti islamophobe. En fait, lui, justement, il voulait rester sur l'antisémitisme, concrètement. Et donc, en fait, vu qu'il voulait toujours avoir un poids sur la façon de faire de la politique du RN, il a créé Égalité et Réconciliation, parce qu'il sait très bien qu'en interne, au FN, la hiérarchie tourne autour des Le Pen. Et si t'es pas de la famille Le Pen, ça sert à rien, t'auras pas de pouvoir.
Donc en fait, c'est pour ça qu'il a créé Égalité et Réconciliation à la base. Mais en fait, au début, il était encore au FN. Il a fini par quitter du coup le FN sur ce désaccord-là. Il a rejoint Dieudonné sur la liste du coup anti-sioniste. Dieudonné, c'est un mec qui à la base, c'était un humoriste hyper talentueux, qui a fini par vriller sur son antisémitisme aussi. Et quand il est complètement parti en couille là-dessus, il s'est fait cancel par Manuel Valls à l'époque. Et il y avait un antagonisme fort entre Manuel Valls et Dieudonné. Non mais c'est vrai, c'est l'histoire. Non mais c'est juste, ça me fait rire que Manuel Valls a un rôle important dans cette histoire. Bah oui. et du coup, en fait, les gens qui se sont mis à détester Manuel Valls ont été convaincus aussi par ce truc-là. Et du coup, tous les gens qui se sont mis à détester la gauche de droite, qui étaient confus, ils ont commencé à rejoindre la dissidence. Ouais. Et c'est ça qui est arrivé à Pas du Ring. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube parle de ça que j'ai sorti genre hier. Comme quoi, il y aurait peut-être une ligne éditoriale sur cette chaîne. C'est faux, c'est vraiment du hasard et c'est vraiment bien tombé. Donc du coup, par rapport à ça, je vous ai trouvé un documentaire qui parlait de la période liste antisioniste. Alors déjà, l'affiche, vraiment les gens. Radical. Aux européennes, il prend la tête de la liste anti-sioniste. Les points principaux du programme: faire disparaître l'ingérence sioniste dans les affaires publiques de la nation et dénoncer tous les hommes politiques qui font l'apologie du sionisme. Je suis face à un antisémite. Pour lancer sa campagne à ses côtés, l'idéologue Alain Soral. Nous, notre problème, c'est la question du sionisme en France, en Europe et même, on va dire, dans le monde occidental. Alain Soral, 55 ans, ancien militant communiste qui a viré à l'extrême droite, se dit sociologue, écrivain et philosophe. Mais son seul diplôme à ce jour, instructeur de boxe anglaise. J'aime bien la sur son site Égalité et Réconciliation. Documentaire d'humilier le mec. Alors c'est vraiment du mépris de classe. Mais c'est dit avec une voix de documentaire, donc c'est marrant. Soral poste chaque mois une vidéo. Assis sur un canapé rouge, il règle ses comptes avec la société et délivre sa vision du monde. Voilà. Valls représente le pouvoir, et pas le pouvoir républicain. Oui, donc du coup, ce que j'ai pas dit dans la timeline, c'est qu'après être passé chez Ardisson, on rentre dans la période Canapé Rouge. Et tous les extraits hyper cultes que vous venez de voir là, en fait, c'est des trucs qu'il faisait sur Égalité et Réconciliation, où en fait, il publiait ces vidéos comme ça, et en fait, tout a été delete de YouTube. Tout a complètement disparu. Donc ça a été chiant, en fait, c'est pour ça qu'on a maté un best-of. C'est parce que je peux pas vous montrer vraiment des extraits d'émissions de l'époque, où en plus j'ai la flemme d'aller chercher ça. Du coup, on skip un peu la partie Canapé Rouge. Il représente le pouvoir des élites oligarchiques, maçonniques. Il est vraiment en train de vriller complotiste, quoi. Sioniste, on va le dire clairement, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des communautés organisées. Certaines de ces vidéos sont vues par des centaines de milliers de personnes. Sur son site, Soral vend aussi des livres, le sien en priorité. Comprendre l'Empire, écoulé à 70 000... Ça, c'est son classique. Genre vraiment, c'est le bouquin de politique qui a créé Égalité et Réconciliation. Ouais, et en gros, genre, quand tu rentres à Égalité et Réconciliation, c'est bien de l'acheter. Pas le modèle économique. Par exemple. Un homme connaît bien la pensée d'Alain Soral. Marc Georges. Alors, c'est pas un allié, Il a créé avec lui le mouvement Égalité et Réconciliation. Il partage l'idéologie de Soral, mais est en désaccord sur la stratégie. Les deux hommes se sont séparés après 6 ans d'une étroite collaboration. L'idée dans la conspiration... Oui, on avait une collaboration étroite. Elle était toute serrée, notre relation. Pendant 6 ans. Pendant 6 années consécutives. Lui, il se décrit comme national-socialiste. C'est quoi pour vous? Je sais pas. Il fait le buzz. Il fait le buzz. Bon, ceci dit, c'est un darwiniste. Donc, pour lui, sa vision du monde, c'est... vous connaissez Darwin, non? Donc, évolution... Non mais la précision intellectuelle des droitards. OMG, mais oui! Oh l'œil! Oh putain de merde! Oh là là! Le le sniper! Les singes, les nègres, les arabes, les jaunes, les blancs. Après il dit ça. Oh là 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 là! Ah, c'est dur! Ça m'a fait tomber le casque! Oh mon dieu! Mais quoi? Puis tout en haut, il y a Alain Soral, quoi. C'est à peu près ça. Ouais, ça, c'est sa vision du monde réel. Marc Georges, alors que toi, a contribué au rapprochement entre Dieudonné et Alain Soral. Le voici, entre les deux hommes,
lors de leur voyage au Liban en 2006, juste après les frappes de l'armée israélienne au sud du pays. Un voyage Il est allé au Liban faire crainerie la côte palestinienne. Qui va se terminer en Syrie et dont il reste une interview. Mesdames et messieurs, sans beaucoup tarder, nos invités aujourd'hui sont de France. Monsieur Dieudonné Mbala, monsieur Alain Soral, écrivain, sociologue et cinéaste. On a été évidemment choqués par la violence. Ouais, alors qu'il a sorti un film de merde que personne n'a vu, que des bouquins de gros fachos. On a vraiment envie de rentrer en résistance. Vous voyez, on se sent une fraternité avec l'histoire qui se passe au Liban en ce moment. On a l'impression, nous aussi, qu'on va être obligés de rentrer dans le camp de la résistance, parce que là, c'est plus supportable, quoi. Ce voyage va souder les deux hommes. Unis dans un même combat, ils vont désormais se nourrir l'un l'autre. Moi, je dirais que la relation, c'est deux mecs talentueux. Tellement gay. Ah là là. C'est tellement gay. Donc du coup, on a égalité et réconciliation. Il reste pas grand chose de cette époque-là sur YouTube. J'ai la flemme d'aller chercher ailleurs que sur YouTube. Donc je vais juste vous mettre l'hymne de égalité et réconciliation. Voilà. Souveraine court à sa perte, livrée par des traîtres à la nation. Conscient du danger qui pèse sur nos têtes, nous prônons la réconciliation. Et ouais. Français de père et mère, et de tout horizon. C'est dur, hein. Pour l'amour de notre terre, ensemble marchons, combattons. Donc voilà, j'ai la flemme de passer plus de temps que ça sur égalité réconciliation, parce que du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec égalité réconciliation concrètement? C'était une espèce de think tank en fait au final, de l'extrême droite, dans lequel qui a un peu servi de, je vais utiliser tous les termes qu'ils détestent le plus à l'instal. Genre du coup c'était un espèce de think tank de l'extrême droite, dans lequel en fait il a pu incuber de jeunes fachos. Et en fait, on rejoint du coup le courant de la dissidence pour se servir de ça comme d'un levier en début de carrière. Notamment, du coup, nos deux prochains protagonistes, à savoir le Raptor dissident, qui porte son nom de dissident par rapport à la dissidence. Et du coup, Papacito, qui est un énorme con. Bon, voilà ce qu'est égalité et réconciliation concrètement. C'est une espèce de lobby qui sert à essayer d'influencer le RN sur sa ligne, mais qui sert surtout en fait à faire vivre Soral au bout du bout. Et vous allez voir que en fait, avoir un business où tu finis par genre t'en foutre un peu de ce que tu penses, ou même faire des trucs que tu critiquais à l'époque, c'est un peu typique de tous les mascus qu'on va voir, aujourd'hui. C'est un point commun central. Genre il a vendu un t-shirt avec un ananas aux couleurs de la Palestine. Ouais. Non mais oui, il en était à ce tiers-là de boutiquier, tu vois. Genre vraiment le mec, et en fait au bout d'un moment, plein de gens du coup qui traînaient autour de lui ont fini par se rendre un peu compte de ça, et vu qu'en plus le mec est imbuvable, il s'est plus ou moins frité avec tout le monde, et il a fini par en fait commencer à partir de là une espèce quand même de long déclin. En fait au fur et à mesure du temps, les gens ont commencé à quand même se détourner de lui, tous ses alliés ont fini par le lâcher, et surtout il y a eu ce moment où en fait la chaîne YouTube Égalité et Réconciliation a foutu. Il est devenu moins logique aussi. Oui, c'est vrai que le mec il se radicalisait de plus en plus dans ces trucs de théorie du complot. Ah oui, non mais c'est ça. Et justement on va le voir très vite. Il était vraiment de plus en plus fou. Et justement, en fait, le mec, quand il était du coup dans cette espèce de déperdition totale, il a quand même, en soum fait une espèce de comeback en 2020. Et cette vidéo-là, elle est intéressante. Il fait le lien entre tous les gens qui étaient anti-vax à l'époque. Emmanuel Macron et Brigitte. Genre ce mec, je sais plus comment il s'appelle, le Vendetta, et plein d'autres gens. En fait, ils ont tous, genre même Thierry Casasnovas, c'est des mecs qui ont été dans l'entourage à Soral. Nous avons découvert que certains de ceux qui remettent en cause l'existence du Covid ou qui pensent qu'il ne faut pas se vacciner sont directement liés à un Soral ou au moins à une époque ont été très proches du militant d'extrême droite. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Nous avons donc Lévy. À votre avis, c'est qui? À votre avis, quelle population pourrait bien détenir la médecine d'État d'après Alain Soral? Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, enfin je veux dire c'est la liste de Schindler. Et eux visiblement sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire le lobby pharmaco-chimique, en plus d'être des agents du Nouvel Ordre Mondial. Dès le début de la pandémie, le logiciel Conspire Soral tourne à plein régime. NewsGuard liste là vraiment il est fou. Les comptes Twitter super propagateurs. En gros, les comptes Twitter qui ont été les plus influents dans la propagation de fake news sur le Covid. Devinez qui arrive en tête? Alain Soral. Et dans les 6 autres
qui suivent, 3 lui sont directement liés. Mais sur Twitter, son audience reste modeste, ses comptes se font régulièrement striker. C'est sur YouTube qu'il avait la plus grosse communauté, et sa chaîne a elle aussi sauté, donc Soral a disparu de YouTube. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Tu trouveras des masques dans certains rituels, un confinement aussi, et une distance cruelle. Ce clip musical Conspi est diffusé sur la chaîne YouTube du Média en 442. Et devinez qui se cache derrière, Alain Soral. Sur cette chaîne, il peut diffuser toutes ses théories fumeuses et notamment... Ça, moi, je savais vraiment pas avant de mater ça. Ouais, en fait, Soral, il est sur YouTube. Il le retourne. Notamment sur le Covid. Pour lui, tout ça est un complot de l'État profond, des francs-maçons, des juifs. Enfin, on en revient toujours aux théories habituelles d'Alain Soral. De toute façon, vous prenez n'importe quel sujet. Pour Soral, à la fin, c'est la faute des juifs, des francs-maçons et de l'État profond qui est un mélange des juifs et des francs-maçons. Des homosexuels aussi. Ouais. Et puis le Média en 442, c'est aussi un site internet. Et lui, il cartonne. En novembre, il a fait plus de 900 000 vues. En décembre, plus d'1,4 million de vues. Et en janvier, on approche des 2 millions de vues. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ça commence à faire vraiment énorme. C'est vraiment important. Soral propage donc ses fake news anti-vax via ses réseaux habituels et ce nouveau média, on vient de le voir. Dans son sillage, c'est toute une galaxie de Soraliens qui se sont reconvertis en conspirationnistes anti-vax. Et en fait, on n'en a pas fini, non seulement parce que du coup, il y a ce truc du Média en 442, là, je sais pas quoi, mais en fait, surtout, il y a tous les enfants. Non pas de Soral, mais du Raptor et de Papacito. Ouais. Tous les petits cucks nuls qui se prennent pour des mascus, tu vois, sur YouTube. Bah, c'est quoi leur premier réflexe quand ils rejoignent la dissidence en tant que youtubeur? Interviewer Alain Soral. Bah oui. Évidemment, maintenant, il y a plein de vidéos avec Alain Soral qui sont de retour. Là, on a Soral de maintenant, quoi. Ouais, l'espèce de papy bizarre, là. On s'est lié d'amitié dès 2002-2003, sachant que moi, j'ai toujours aimé Le Pen. Pourtant, je viens du Parti communiste. Là, il est en mode Jean-Marie Le Pen, ça a toujours été mon copain. Il va vraiment faire de la récupération en disant à quel point, en fait, il était copain avec Jean-Marie Le Pen. Alors que toute leur carrière, ils se sont foutus sur la gueule, les deux. En attendant, je pense qu'il est grand temps de s'attaquer à sa fiche. Alors déjà, du coup, dans toutes les photos qu'on a prises, moi, j'aime bien celle-ci. Je la trouve bien. Ouais, elle est bien, celle-là. Parce que ça lui enlève vraiment tout. Son charisme. Vraiment, genre... Hop. Il a 66 ans, c'est ça? Alors... Déjà, je pense qu'il a mascu, c'est quasiment sûr. En fait, je vois difficilement comment ne pas le mettre mascu facho. Ah, moi aussi, hein. C'est compliqué de mettre autre chose quand même que les deux là. Il a plus été un facho qu'un mascu dans sa carrière. Alors vraiment, le mec est obsédé par les juifs et les homosexuels. Il est complètement fou. Politique, dans ce qu'il a été, dans ce qu'il a incarné, c'est avant tout un facho. Son talent. Le logos. Bah, la logorée plutôt, hein. La logorée, ouais. Comment s'écrit logorée? Je sais même pas savoir, je sais même pas si c'est exactement. C'est quand tu parles pour ne rien dire. L'eau de parole, incoercible et rapide. Mais c'est exactement ça, en fait. Vas-y, mets logorée. Je suis désolé, c'est totalement ça, en fait. Objet, trop sans grand. caution trop grand, clairement. On en parlait tout à l'heure. Tête. En compétence, je mets genre violence physique. Oui, je pense. Octogone. Compétence octogone, j'aime un peu bien. Peut-être on peut mettre obsédé par l'anus, hein. Obsédé par le trou de balle, ouais. Tunnel antisémite, faut qu'on fasse quelque chose par rapport à son antisémitisme. Ouais. C'est les juifs. C'est les juifs, ouais. Ensuite, on met en dessous, c'est les PD. Et en dessous, on met autiste. C'est bien comme ça? Confusionniste? Oui, c'est vrai que oui, non, peut-être qu'on peut mettre un truc par rapport au fait qu'il fasse confus. Vantardise. Ah putain, j'aime bien Vantardise. C'est pas mal Vantardise, ouais. Après, Castagne, ils ont raison, c'est une vraie attaque de Pokémon en vrai. Castagne, ouais. Il est plus mégalo que autiste. Alors, en vrai, je pense que mégalo, ça mélange tout. Ah, je suis assez d'accord. Mégalo, je trouve ça plus précis. Mégalo, c'est vraiment le truc. Ouais, non, t'as bien vu, c'est vraiment précis, ça, je trouve. On passe ensuite à ces statistiques. Alors du coup, les PV, c'est à quel point tu te relèves des polémiques ou à quel point tu as une longévité dans ta carrière. Donc là, du coup, on l'a mis pas beaucoup de points parce que... C'est ta solidité. C'est ta solidité, voilà. L'acidité, c'est à quel point tu es virulent, tu dis ce que tu penses, tu dis les termes, tu t'exprimes de manière violente. Basé, c'est à quel point tu es basé politiquement, à quel point tu connais les bonnes théories politiques. Il y a une échelle officieuse à baser qui dit que facho, macroniste, PS, ELV-PCF, France Insoumise et tout ce qui est plus basé que la France Insoumise. La DIA, c'est la direction artistique, donc à quel point tu es stylé, ce que tu produis est stylé, à quel point comment tu t'habilles. Évidemment, on est dur parce qu'on est stylé, donc... Le dooming, j'ai expliqué, c'est à quel point tu as confiance en l'avenir, à quel point... En toi aussi. En toi, en fait, c'est vraiment à la fois, c'est à la fois ta vision du monde et ta vision de toi qui est dégradée. La dégène, c'est à quel point t'es dégénéré. Ça peut être, c'est une stat assez neutre, hein, de manière globale. C'est pas. Dégénéré, c'est très large. Ça peut être à quel point t'es un fou du bus ou à quel point. Genre t'es un obsédé bizarre sexuel furie je sais pas quoi et ça peut aussi être positif quoi, genre nous on est vraiment des jeunes je pense quand même. Alors niveau PV, le mec il a connu quand même une heure de gloire. Il a connu quand même une heure de gloire, il est toujours présent en sorte de Manitou. Mais le fait qu'il soit limité aux anti-vax maintenant ça montre. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est un Manitou mais il a quand même perdu de sa splendeur quoi, c'est plus non plus une référence. Quand tu vois il a pas survécu
à des hommes politiques conséquents. Il a depuis 30 ans. Bah non, en fait, il est plus vraiment là quand même, malgré tout, genre les gens. Il s'est tanké, je suis d'accord, mais il a quand même pris cher. C'est pour ça qu'il va pas avoir non plus 3, tu vois. Aujourd'hui, il en reste plus grand chose. Moi, je sais pas si je le mettrais pas à 7. Je le mettrais là. Alors, du coup, par contre, ouais, en acidité, je suis désolé, mais il y a aucun doute à avoir. On sait que Larry prend son 10. Genre, il y a même moyen qu'on puisse négocier. Vous savez, il y a cette règle supplémentaire dans le jeu où on a le droit de mettre un point supplémentaire, genre un 11, à une seule personne. Une overstat, quoi. De tous les gens. Il y a qu'une seule personne qui aura 0 dans une des stats et qu'une seule personne qui aura 11. Je pense qu'il a acide maxé, Soral. Je crois que c'est le mec le plus acide d'internet, non? Et quand il t'a pas assez insulté, il vient te taper. Ouais, c'est clair, il te défonce la gueule, il vient te mettre des gifles, quoi. Le mec est complètement taré. Ah ouais, non, Il prend son 11, hein. Genre je pense que il est là. Je pense qu'il mérite, hein. Je suis d'accord. Je pense qu'il mérite. Acide sous testostérone, ouais, c'est vraiment ça. Bon, bah, il y a une stat à laquelle j'ai pas beaucoup touché, quoi. Oh, ouais. Bon, alors la DA d'Alain Soral, c'est compliqué. Parce que nous, en tant que grande tarlouse devant l'éternel, il nous paraît complètement pathétique et ridicule. Quand même très, très, très ridicule, ouais. Évidemment. Ouais. Mais plein de gens sont tombés amoureux de lui. C'est un fait. Ouais. Non, mais je sais. Alors oui, il est cohérent dans sa DA. Par contre, ça va lui rapporter des points, c'est ça, par contre. Moi, je pense que j'ai l'ultime argument. Pour vraiment pas le mettre haut. Quand même, le mec, pendant des années, il se baladait comme ça, les gens. Ah ouais, non, ça, c'est grave. Ça, c'était son style. Il a pas réussi à convaincre les jeunes proto-mascus parce qu'il est stylé, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah, oui. C'est pas parce qu'il est beau. C'est pas parce qu'il a du style. C'est parce que il passe son temps à rabaisser tout le monde. En fait, il joue ce jeu de la domination. Il a l'air hyper dominateur. Et c'est ça qui le rend attirant. C'est pas sa DA. C'est son acidité. C'est ça qui fait que les gens sont amoureux de lui. Il a maxé l'acidité. C'est ça. C'est pas sa DA. Le mec est pas beau. Sur le t-shirt gay, c'est écrit gay sur son t-shirt. C'est écrit gay sur le t-shirt. Attendez, on est obligé de faire ça. Mais c'est quoi Goy d'ailleurs à la base? Ouais, bonne question ça. Goy, ça veut dire personne juive. Personne pas juive. Pas juif. Oh, ouais, trop bien. Je suis obligé de laisser ça. Attends, mais du coup, j'ai pas compris, je suis perdu. Est-ce que tu trouves ça insultant qu'on... Non, c'est dénigrant, le terme goy, et ça c'est un terme dénigrant pour parler d'une... Je crois que c'est dans le lore juif. C'est comme si je disais sale blanc. Ouais, voilà, c'est ça, c'est en ça que c'est irrespectueux. En DA, on peut quand même lui accorder le fait qu'il a aussi quand même construit un corps. Oui. C'est un sportif. Oui, voilà, ok. Bah, vrai, ça prend des points. Il a assumé totalement sa calvitie. Ouais. Et encore une fois, de tous ceux qu'on va voir aujourd'hui, je suis intimement convaincu que c'est vraiment le seul vrai mec. Genre, c'est le seul mec vraiment testostéroné pour de vrai, qui est pas en RP. En fait, le gars est vraiment problématique. Donc je pense qu'il prend 3 ou 4. Je pense qu'il prend 3 parce que les costumes trop grands et le t-shirt goy. Ouais. Ah, en fait, non, parce que la DA d'égalité et réconciliation, le site internet. On a oublié ça. Ah oui, le site internet. Le site internet et ses films. Ah oui. On a oublié la DA de ses films. Il prend 2. Il prend son 2. Hein. En fait, il faut prendre en compte l'entièreté de ce qu'il a produit. Et c'est assez dégueulasse. Hein. Je veux dire, est-ce que vous voulez qu'on réécoute l'hymne de Égalité et Réconciliation? Je vous la repasse là? Non, c'est bon. C'est bon? Merci. Dooming, je pense qu'on peut défendre un 10 en Dooming. Ouais, c'est clair. Hein, je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. C'est énorme douleur. Lui, il a pas une vision de lui qui est horrible, mais il a tellement une vision de tout le reste qui est complètement... On rappelle qu'il s'exprime que négativement. Oui, voilà, c'est ça. Il ne dit aucune phrase positive, jamais, à aucun moment, sur quelconque personne. Mais surtout, c'est le Edgelord Prime. Et alors, là, on arrive sur quelque chose de très intéressant. Parce que, pour le coup, moi, je pense que Alain Soral, c'est un mec, il a commencé sa carrière, il devait être, genre, là, tu vois. Ouais. Je pense que Alain Soral, dès le début, il était là. Genre, quand il a déjà quand il a rejoint Dieudonné, il était facilement là. Hein. Quand il s'est séparé de Dieudonné, il est encore plus parti en vrille. Et genre, il a fini ici. Il a fini par, genre, vriller définitivement complètement des jeunes avec le Covid. Je suis désolé, genre, le fait qu'il ait vrillé, genre, full anti-vax, c'est hyper grave. Même si finalement, il y a l'histoire Poupetto, c'est quoi cette histoire? C'est quoi l'histoire Poupetto? C'est quoi le bail Poupetto? Alors, je cite du coup du Alain Soral apparemment. J'allais me retirer quand une étrange sensation humide et brûlante au bas des couilles me fit perdre à nouveau toute notion de distance de la Terre à la Lune. À un moment donné, inconscient au plaisir, je m'obligeais bientôt à porter une main ferme à la source pour me saisir au milieu des peluches une petite touffe de poils vivante. Oh non. Il y avait un chien. La honte rétrospective, un petit Yorkshire mâle. Oh non. Petto, mi corazon. C'est vrai ce truc là ou pas? Elle le présente comme vrai. Attends, mais il a vraiment écrit ça dans son livre, genre? Mais on lui rajoute zoophile. On lui rajoute zoophile. Bah ouais. C'est pas possible. Bah oui, je m'en fous, je range Castagne, je mets zoophile. Je suis pas méga bien.
En fait, je sais pas ce qui est le pire entre me dire si l'histoire est fake ou pas. Si l'histoire est vraie, c'est horrible. Si l'histoire est fake, le fait qu'il en soit fier, c'est horrible. C'est dur, hein. C'est dur, là. Écoute une musique. Ouais. On a découvert un album il y a pas longtemps qui est vraiment excellent, les gens. Hey, chaque putain de jour. Bonne nuit Adèle. Recherche bien. Tariq. Let's go. Faut qu'avoir. Ah, c'est l'heure des Zawa Rush. Let's go. Team, bienvenue la team Zawa. Écoutez, on vient de finir Alain Soral et vraiment, on y a passé 3 heures. On a passé beaucoup trop de temps. Là. On y a vraiment passé 3 heures. On a passé 40 minutes à cracher sur le PS et 3 heures à parler que de Soral. Donc, on va accélérer le rythme si ça vous va. Contempler la magnifique carte de Alain Soral. Ils voient tous être du même type, non? Alors non, parce que j'ai quelques takes justement par rapport à ça. Et là, du coup, on allait passer à Papacito. Alors.